On est le 29 octobre et l'air commence à se charger d'un petit quelque chose d'assez inquiétant. Les feuilles tombent, les caves se refroidissent et Halloween approche à grands pas. Alors cette année, on s'est dit, et si Bruit de Cave se laissait hanter, juste le temps d'un épisode? Oui, et aujourd'hui on plonge dans un univers peu particulier, un peu sombre aussi, celui des vins maudits. Et oui, des maladies invisibles, des champignons insidieux, des insectes minuscules parfois, tous ont à un moment dans l'histoire fait trembler les vignes et failli rayer le vin de la carte. Ouh, oui, c'est un vrai scénario d'épouvante, mais bien réel. Entre Phylloxera, mildiou, oïdium ou encore botrytis, la vigne a connu des siècles de malédiction. Mais rassurez-vous, dans cette histoire, vous verrez, il y a aussi une résurrection. Alors sortez les verres et les bougies, on vous emmène dans les caves les plus sombres de l'histoire du vin. Là où les vignes ont frôlé la mort avant de renaître plus fortes que jamais. Alors, avant les grandes catastrophes du 19e siècle, on oublie souvent que la vigne, c'est une plante très sensible en fait. Oui, exactement. La Vitis vinifera, c'est l'espèce de notre vigne européenne. C'est un organisme fragile. Elle aime la chaleur, déteste l'humidité excessive et surtout, elle n'a pas de vraie défense naturelle contre beaucoup de maladies. Et c'est aussi au 19e siècle que tout va s'enchaîner. 3 grandes plaies venues d'ailleurs vont s'abattre sur le vignoble français, l'oïdium, le mildiou et le phylloxéra. Et oui, et tout va commencer avec l'oïdium, dans l'ordre. C'est un champignon qui attaque les feuilles et les grappes, et il apparaît vers 1845 en Angleterre, puis gagne la France. Et les vignes se couvrent d'une fine poussière blanche, les raisins éclatent, sèchent, et les récoltes s'effondrent. Et comment on fait pour s'en sortir? Alors à l'époque, on a découvert un remède, un petit peu par hasard, qui était le soufre. Le soufre qu'on appliquait en poudre sur les feuilles. Une petite aspersion sèche. Et c'est la première vraie lutte chimique dans le vignoble finalement. Mais ce n'était que le début. Et oui, parce qu'après c'était au tour du mildiou de faire son entrée. Ouais, encore un autre cauchemar. Celui-là arrive en 1878, cette fois importé des États-Unis. C'est un champignon microscopique qui adore l'humidité. Il provoque des taches huileuses sur les feuilles, puis tout noircit et tombe. Ça devait être un désastre. Oui, complètement. Certaines années, les pertes atteignent 80% des récoltes. Ouais, c'est énorme. Surtout sans cure. Et c'est là qu'intervient un chimiste bordelais, Pierre-Marie Alexis Millardet. En observant les vignes près de Bordeaux, il a remarqué qu'une solution bleutée appliquée sur certaines parcelles semblait les protéger. C'était le fameux mélange de sulfate de cuivre et de chaux utilisé par les vignerons pour dissuader les voleurs, en fait devenu célèbre sous le nom de bouillie bordelaise, qu'on utilise encore aujourd'hui. Donc en fait c'est un fongicide qui est né un peu par hasard. Oui, c'est ça, exactement. Et encore aujourd'hui, même en viticulture bio, on l'utilise parce que c'est naturel. Voilà, c'est une invention qui a littéralement sauvé le vignoble. Et puis ensuite, il y a eu la pire des malédictions, on peut dire la plus connue, celle dont tout le monde a entendu parler, le fameux phylloxéra. Je savais que tu allais me poser cette question. C'est vraiment la malédiction des malédictions parce que pour le coup, ça a été un véritable drame. Un drame historique. Petit insecte qui est venu d'Amérique du Nord, encore une fois. Minuscule comme un grain de sable qui s'attaque aux racines de la vigne. Il pique, il suce la sève et les cèpes finissent par mourir. Et ça, c'était à quelle période exactement? Ça, c'était à partir de 1863. Alors, le fléau démarre dans le Gard, dans le sud de la vallée du Rhône, et ensuite il s'étend à toute la France, en peu de temps, finalement, en quelques années. Et en 1890, imagine ça, plus de 2/3 du vignoble français est détruit. Donc, il y a des villages entiers qui vivent un cauchemar économique et social parce que c'était leur gagne-pain, bien sûr. Tout est détruit, quoi. Oui, donc c'était un vrai fléau, en fait, ce phylloxéra. Mais comment on fait pour se débarrasser d'un insecte quasiment invisible à l'œil nu dans les racines de la vigne? C'est bien ça le problème. À l'époque, on a tout tenté. Tout le monde s'y est mis, tous les ingénieurs, les chercheurs, tout le monde s'y est mis. On a essayé d'inonder les vignes pour le noyer. On a essayé de faire des injections de sulfure de carbone dans le sol pour l'éradiquer. On a essayé de planter la vigne dans des terrains sablonneux. Ça
c'était un petit peu mieux, mais rien ne marchait vraiment, hein, jusqu'à ce qu'une idée révolutionnaire apparaisse. On a essayé de greffer nos vignes européennes sur des porte-greffes de vignes américaines d'une autre espèce finalement, qui sont naturellement résistants. Donc, en gros, on a marié la vigne française à la vigne américaine. Bah oui, c'est ça. En fait, on a un porte-greffe résistant sur lequel on greffe notre propre vigne. Donc c'est notre vigne qui développe des racines, mais qui passe par une sorte de filtre, on peut dire, voilà, pour se protéger, tout à fait. Ça fait un écran. Okay. Donc c'est, comment on pourrait dire ça, oui, une espèce d'hybridation forcée, mais salvatrice bien sûr. Et puis c'est ce mariage qui a permis de reconstruire tout le vignoble. Dès 1900, on replante la France entière, rang après rang, sur ces nouveaux plants greffés. Alors on en replante moins, parce qu'à ce stade-là, on s'est dit, on va replanter aux meilleurs endroits, on savait. Donc ça a été aussi un petit renouveau qualitatif. Pour s'adapter, et puis pour anticiper, finalement ça a anticipé un peu la création des AOC. Ça, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Par contre, j'imagine que du coup, ça ne devait pas être simple de convaincre les vignerons à l'époque de tout détruire puis tout replanter. Ah, mais c'était horrible, hein. Quand tu parlais de drame, c'était vraiment ça, hein. Certains criaient au scandale, nos vins vont perdre leur âme. Tu vois, je te disais l'histoire de ce filtre, mais est-ce qu'on va faire du vin américain Mais en fait, on n'avait pas le choix. Sans cette greffe, le vin européen aurait tout simplement disparu. Parce que là, on parle de la France. Mais c'était l'Europe entière. Qui était contaminée. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, est-ce qu'il reste des malédictions du vin ? Alors, évidemment, la nature ne dort jamais. D'ailleurs, petite parenthèse, le phylloxéra existe toujours, mais il est dormant dans les vignes. En fait, il ne peut pas se développer. Il est là, mais il ne peut pas s'étendre à cause ou grâce à ces porte-greffes. Mais voilà, il y a d'autres malédictions, on va dire. Il y a l'esca, qui est un champignon du bois très sournois, qui fait mourir le bois des cèpes. Il attaque le tronc, il bloque la circulation de la sève, et finalement ça finit par tuer la vigne. Et puis il y a aussi le botrytis, c'est un champignon qui, selon les conditions climatiques du moment, peut être soit un ange, soit un démon. Un petit coquin celui-là. C'est ce qu'on appelle la pourriture noble, c'est ça ? Alors il y a la pourriture grise et la pourriture noble. La pourriture grise, voilà, on utilise un antifongique, mais la pourriture noble, c'est assez magique effectivement, parce que quand le climat est favorable, le botrytis cinerea exactement, il pique les baies, il concentre le sucre dans les raisins et il permet de faire des vins liquoreux absolument sublimes. Pense à Sauterne, Montbazillac, tous ces vins incroyables. Mais, et là, c'est l'autre, la pourriture grise dans un contexte humide et froid, il peut devenir destructeur. Donc en fait, même dans la pourriture, il peut y avoir du bon goût. C'est ça, de voir le verre à moitié plein. Et c'est tout le paradoxe du vin, hein, la beauté peut naître de la maladie. Et finalement, après tous ces drames, on se dit que la vigne, en fait, elle est survivante, quoi. Ah, mais c'est exactement ça, hein. Ce qui est fascinant, vraiment, c'est sa capacité d'adaptation, parce que la vigne, ça pousse dans les sols les plus pauvres, vraiment la plante magique, sa capacité d'adaptation donc, et la résilience du monde viticole. Parce que finalement, il fallait y croire. Il a fallu... voilà, c'est ça. Donc chaque crise, finalement, a fait progresser la viticulture. Le soufre contre l'oïdium, la bouillie bordelaise contre le mildiou, les greffes contre le phylloxéra. Et puis aujourd'hui, les chercheurs travaillent sur une sélection de cépages résistants pour affronter le changement climatique. Ça, c'est vraiment dans l'air du temps. Ça arrive, il y en a déjà pas mal qui produisent des vins qui sont très intéressants. Donc en résumé, les vins maudits ont façonné le vin d'aujourd'hui. On peut dire ça, oui. Et parce que sans ces catastrophes, on n'aurait pas finalement la même approche du terroir, ni la même exigence. Donc le vin, c'est finalement une leçon de patience et de résilience.
Bon, et bien merci beaucoup Marido pour cet épisode sur les vins maudits. J'espère qu'on vous aura suffisamment fait frissonner. Allez, on referme les portes de la cave pour aujourd'hui et la semaine prochaine, changement d'ambiance, on quitte les ténèbres pour le grand soleil du sud, direction le Languedoc, ses paysages, ses vignerons passionnés et ses vins pleins de caractère. Et puis, pour celles et ceux qui veulent prolonger un peu les frissons et la magie d'Halloween, rendez-vous sur notre compte Instagram et sur 3x20.com. On vous y réserve quelques surprises.